Bonjour à toutes et à tous. Alors, on continue avec la correction de la série d'exercices. Et cette vidéo est conçue pour la correction de l'exercice numéro 2. Alors, dans l'exercice numéro 2, vous avez deux grands blocs d'informations. Le grand A, il est dédié aux informations réelles. Le grand B, il est dédié aux informations prévisionnelles. Alors, on va commencer l'élaboration de notre tableau comparatif des coûts, puisque c'est la première question qui a été demandée. Alors là, vous avez une colonne réservée aux coûts réels, une deuxième colonne réservée aux coûts préétablis, et puis une troisième colonne réservée aux écarts. Alors bien entendu, je commence toujours avec les coûts réels. Pourquoi? Parce qu'il s'agit juste des informations qui sont contenues dans le texte et je vais retranscrire sur mon tableau. Donc ça ne demande aucun effort. Là, vous avez les deux blocs qui composent un coût, à savoir les charges directes, en l'occurrence matière première et main-d'œuvre directe. Et le deuxième bloc, c'est les charges indirectes. Alors là, si je prendrais par exemple la matière A, vous avez dans le texte que la consommation est de l'ordre de 5500, donc je prends 5500 fois 3 dirhams, ça me donne 16500. Pour la matière B, idem, le même principe. 3000 fois 2,5, ça nous donne 7500. La main-d'œuvre directe, le même principe. Nous avons des informations au niveau du texte qui nous indiquent que le temps réel du travail il a été de 240 avec un taux horaire de 5. Alors si on multiplie 5 fois 240, ça nous donne bel et bien 1200. Pour l'atelier 2, également 300 fois 8, ça nous donne 2400. Pour les charges indirectes, alors les charges indirectes, vous avez des informations au niveau du texte qui vous indiquent qu'au niveau de l'atelier 1, on a consommé 400 heures. Alors, on sait très bien que, d'après le premier tableau, le petit 1 du grand A, que l'unité d'œuvre au niveau de la section 1, c'est-à-dire l'atelier 1, c'est leur machine. Au niveau de l'atelier 2, l'unité d'œuvre, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. Alors, leur machine, elle a été donnée, on a consommé réellement 400 heures. Alors, j'ai pris les 400 heures, et pour les 40 000, d'où ça vient les 40 000? Alors, les 40 000, vous avez toujours le premier tableau du grand A qui indique que pour les charges indirectes, l'atelier 1, il a consommé 40 000 dirhams. Donc, c'est ce que vous avez là. Donc, ce sont juste des informations. Alors, ces deux informations, ils se trouvent dans le texte. 400 heures et 40 000. Alors, j'ai pris 40 000, je l'ai divisé sur 400, ça m'a donné 100 dirhams. C'est-à-dire le coût d'unité d'œuvre au niveau de l'atelier 1. Alors, pour l'atelier 2, d'après le premier tableau, c'est-à-dire le petit 1 du grand A, vous avez l'unité d'œuvre de l'atelier 2, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. Alors, on sait très bien que pour l'atelier 2, on a consommé pendant l'exercice 300 heures de main-d'œuvre directe. C'est ce qu'on a repris ici. Alors, sauf que la valeur de ces 300 dirhams, 300 heures, ça va être différente de ces deuxièmes 300. Pourquoi? Parce que les 300, c'est une charge directe, c'est l'heure de main-d'œuvre directe, alors que pour ces 300-là, il s'agit d'une charge indirecte, d'une charge qui est contenue dans l'atelier 2. Alors, pour les 300, quelle est leur valeur? Alors, si vous rapportez toujours au premier tableau le petit 1 du grand A, vous avez au niveau de l'atelier 2, on a supporté un total de charges indirectes de 33 000. Donc ça, ce sont des informations qu'on doit respecter. Les voilà. Alors, à partir du 33 000 et des 300 heures main-d'œuvre directe, on peut calculer le coût d'unité d'œuvre qui est de l'ordre de 110. On prend tout simplement 33 000, on la divise sur 300, ça nous donne 110. Alors, pour le coût réel, le problème, comme je viens de le dire, ne se pose pas puisqu'il s'agit juste de retranscrire les informations qui sont déjà dans le texte. Alors, pour le coût préétabli, là encore une fois, je dois me référer au texte. Dans les informations données, vous avez le grand B qui est dédié aux prévisions. Sauf que ces prévisions, ils concernent une quantité de production qui est égale à 100 articles, 100 produits. Je ne peux pas prendre le coût prévu pour 100 articles et le comparer à un coût réel qui a été supporté pour 5000 articles. C'est comparer l'incomparable. Donc il faut toujours que lorsqu'on veut calculer les écarts et établir ce qu'on appelle le coût prévisionnel, il faut que le coût prévisionnel se rapporte à la même quantité produite qui est la quantité réelle. Donc toutes les informations que vous avez dans le grand B, on doit la transposer à une quantité produite de 5000 articles. Alors, si je prends par exemple la matière A,
Alors, au niveau de la matière A, je peux lire facilement dans les informations que on a prévu de consommer 120 kg de matière première pour avoir 100 articles. Combien il fallait qu'on prévoie pour avoir 5000 articles? Donc, grâce à la règle de 3, on peut calculer facilement que le X est égal à 120 multiplié par 5000 divisé sur 100. Chose qui va nous donner soit 6000 kg. Alors bien sûr, 6000 kg, on va la multiplier par 2,80. 2,80, c'est le coût prévisionnel d'achat ou le prix prévisionnel d'achat de la matière première. Ça ne change pas, ça nous donne 16 800. Pour la matière B, c'est le même raisonnement. Alors, au niveau des informations, on nous dit qu'on a prévu de consommer 50 kg. Alors, ces 50 kg ont été prévus pour une production de 100 articles. Combien il nous faut pour 5000 articles? Donc, X égale 5000 multiplié par 50 divisé sur 100. Ça va nous donner une quantité de 2500. Alors, 2500, on la multiplie par 2,5. 2,5, je vous rappelle encore une fois, c'est le prix unitaire prévisionnel avec lequel on a prévu d'acheter la matière B, ça ne change pas, alors ça va nous donner 6250. Pour la main-d'œuvre directe, toujours le même principe. On peut lire facilement dans les données que pour l'atelier 1, on a prévu 4,77 heures de main-d'œuvre directe pour avoir une production de 100 articles. Combien il fallait qu'on prévoie pour avoir une production de 5000 articles? Donc 5000 fois 4,7 divisé sur 100, ça nous donne bel et bien 235 heures main-d'œuvre directe, qu'on va multiplier par un taux horaire prévisionnel de 5,5, ça nous donne 1292,5. Alors pour l'atelier 2, on a prévu 7 heures de main-d'œuvre directe pour avoir une production de 100 articles. Combien il fallait qu'on prévoie pour une production de 5000 articles? Donc là, encore une fois, le X égale 5000 qu'on va multiplier par 7 et qu'on va diviser sur 100, ça va nous donner 350. Qu'on va multiplier par 8,8, le taux horaire prévisionnel, ça va nous donner 3080. Alors pour les charges indirectes. Alors les charges indirectes, nous avons une seule information qui concerne l'atelier 1. Alors au niveau de l'atelier 1, on a prévu de travailler 9 heures. Alors ces 9 heures, on les a prévues pour combien d'articles? Pour 100 articles. Combien il fallait qu'on prévoie pour 5000 articles? Donc X égale tout simplement 5000 fois 9 qu'on va diviser sur 100. Ça va nous donner 450 heures machine. Alors quel est le coût de ces 450 machines 450 heures machine, pardon. Alors là, on n'a pas d'informations sur le coût unitaire prévisionnel. Mais nous avons dans le petit 2 du grand B des informations concernant la production normale. Alors je rappelle encore une fois que la production normale, c'est une production souhaitable. Donc toujours est-il, c'est des prévisions, hein, c'est pas des réalisations. Donc on va les utiliser pour justement prévoir le coût de ces 450 heures machine. Alors, on peut lire facilement dans le petit 2 que pour l'atelier 1, on a prévu un total de charges de 51 975. Alors, c'est 51 975, donc je ne vais pas faire attention à la quote-part des charges fixes parce que pour le moment, je ne suis pas intéressée par ça, je suis intéressée par le coût total. Donc, les 51 975, ils ont été prévus pour une production de 5500. Combien on aurait dû prévoir pour une production de 5000? Je rappelle encore une fois que 5000 constitue la quantité produite réelle. Donc, grâce à la règle de 3, je peux faire facilement 51 975 multiplié par 5000 divisé sur 5500. Ça va me donner un total de 47 250 qui constitue le total des charges indirectes prévisionnelles pour 450 heures machine. Alors pour l'atelier 2, nous savons que pour l'atelier 2, l'unité d'œuvre de l'atelier 2, c'est l'heure de main-d'œuvre directe. Alors combien on a prévu de travailler pour 5000 produits? Alors on l'a déjà calculé tout à l'heure, on a prévu de travailler 350 heures main-d'œuvre directe. Donc on va la reprendre ici. Sauf que le coût de ces 350 heures, ça va être différent. Pourquoi? Parce que là, nous avons des charges directes et là, c'est des charges indirectes. Alors, le même principe, je vais me référer au petit 2 du grand B. Vous avez dans l'atelier 2 un total de charges de 44 275 qui ont été prévues pour une production de 5000, production normale de 5500.
combien on aurait dû prévoir pour une production de 5000. Donc si je prends 44 275 multiplié par 5000 divisé sur 5500, ça va nous donner bel et bien 40 250 qui constitue le total des charges indirectes relatives ou se rattachant à 350 heures main-d'œuvre directe. Alors, une fois nous avons élaboré les différents éléments composant le coût préétabli, on peut maintenant calculer facilement leurs écarts. Alors, il s'agit tout simplement de rapprocher les éléments du coût préétabli avec les éléments du coût réel. Je commencerai par le premier élément, la matière A. On a prévu de payer 16 800, on a payé réellement 16 500. Donc, ça nous fait un écart de 300 dirhams. Bien entendu, c'est un écart favorable. Pourquoi il est favorable? Parce que le coût réel de la matière première, le coût préétabli de la matière première, il était supérieur au coût réel qui est de 16 500. Donc ça nous a fait un décalage ou un écart de 300 dirhams. Alors pour la matière B, idem, le même principe. On a prévu de payer 6 250, on a payé réellement 7 500. Donc là, c'est un écart négatif, c'est un écart défavorable. Ce qu'on a payé réellement, il était supérieur à ce qu'on a prévu de payer pour la matière B. Alors pour la main-d'œuvre directe, on prend la même chose, 1292,5 moins 1200, ça nous donne un écart positif, favorable, de 92,5. Idem, pour l'atelier 2, on a pris 3080 moins 2400, ça nous donne un écart toujours favorable de 680. Alors pour les charges indirectes, on va inverser la formule. Donc vous avez le coût réel moins, le coût réel moins le coût préétabli. Donc je prendrai 40 000 total des charges indirectes pour l'atelier 1. Je vais les retrancher des 47 250, ça me donne un écart favorable de 7 250. Pour l'atelier 2, idem, le même principe, 33 000 moins 40 250, ça me donne un écart favorable de 7 250. Donc voilà pour ce qui est, je dirais, de calcul des écarts ou pour le premier tableau. Alors maintenant pour la deuxième question. La deuxième question, elle se rattache à l'analyse des charges directes sur la matière A et puis on passera aux charges indirectes. Alors pour les charges directes, alors je prendrai la matière A comme exemple parce qu'en fait ce qui a été demandé c'est justement la matière A. Alors pour la matière A, nous avons un total un écart global de 300. Alors 300 dirhams, c'est un écart favorable bien entendu, mais à quoi il est dû cet écart favorable? Alors pour savoir ou pour analyser l'écart global, on va recourir au calcul des deux sous-écarts, l'écart sur quantité et l'écart sur prix. Alors l'écart sur quantité, à quoi est égal? L'écart sur quantité, c'est la quantité prévisionnelle moins la quantité réelle. Alors là, j'ai inversé la formule parce que vous pouvez même inverser la formule. Regardez, là j'ai une quantité réelle de 5500 et j'ai une quantité prévisionnelle de 6000. Alors, je peux faire réel moins prévisionnel, mais à condition de multiplier ici par le prix réel. Regardez, 3. Donc, c'est juste pour vous dire que on peut effectivement inverser les formules, mais il faut faire très attention à quoi on va multiplier. Donc, si je mets ici prévisionnel moins réel, je dois multiplier par le prix prévisionnel. Là, j'ai mis réel, la quantité réelle moins la quantité prévisionnelle, donc je dois multiplier par le prix unitaire réel. Ça m'a donné en fait, mais en fait, en fin de compte, on doit trouver le même écart global, hein, quelle que soit la méthode. Alors, on a trouvé un écart favorable de 1500. Il est négatif. Un écart négatif, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la quantité réellement consommée, il était inférieur à la quantité prévisionnelle. Donc, c'est un écart favorable. Pour l'écart sur prix, idem. On a pris le prix réel moins le prix prévisionnel. Alors ici, on doit multiplier par la quantité prévisionnelle. Ça nous a donné en fait un écart défavorable de 1200. Donc on a réalisé un écart favorable sur la quantité, mais un écart défavorable sur les prix. Donc cet écart favorable sur la quantité, il a été absorbé partiellement à raison de 1200 dirhams par l'écart défavorable sur les prix, chose qui nous a donné un écart favorable uniquement de 300 dirhams. Donc le même principe va s'appliquer sur l'écart, je dirais, comme je viens de dire, j'ai utilisé les deux formules, donc il faut faire juste très attention à ce que vous faites. Mais on a le droit d'inverser la formule, c'est-à-dire soit prix prévisionnel moins réel, soit réel moins prévisionnel, mais dans les deux cas, on va trouver le même écart global. Voilà pour ce qui est, je dirais, du petit 1 du deuxième exercice.